Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je cède à présent la parole à votre animateur, Brady Como, stagiaire à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui, les opioïdes et nos enfants, ressources, pratiques exemplaires et leviers qui favorisent la sécurité et l'efficacité dans la prescription des opioïdes pour soigner la douleur aiguë chez les enfants et les jeunes. Comme on disait, je suis Brady Como et je serai votre animateur aujourd'hui. Et je suis accompagnée de Kitty Burney qui se présentera elle-même dans un instant. Alors, nous sommes heureux d'offrir un service d'interprétation simultanée pour tous les webinaires de la FCSS. Ceci peut occasionner un très léger décalage dans les échanges. Nous vous invitons à participer dans notre boîte de dialogue dans l'une ou l'autre des langues officielles. J'encourage tous les participants à poser des questions ou à partager des réflexions tout au long du webinaire dans la boîte de dialogue également. Si le temps le permet, nos animateurs et conférenciers y réagiront pendant les périodes de discussion et sinon, nous ferons le suivi après le webinaire. Vous avez peut-être constaté que nous avons changé notre titre pour refléter une prescription sécuritaire et efficace. C'est ce que nous ont dit les patients partenaires, parce qu'au minimum, ce qui est prescrit doit être sécuritaire. Ensuite, il s'agit de parler des moyens par lesquels on peut partager des pratiques exemplaires et des leviers efficaces. La sécurité est toujours à l'avant-plan de tout médicament. Alors, comment passer à une utilisation efficace? Ceci provient d'une expérience vécue. Le plus grand obstacle n'est pas autre chose que le manque d'accès. Alors, comme je le disais, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. J'invite les participants à se servir de la fonction de dialogue pour se présenter et nous dire d'où ils viennent. J'aimerais aussi signaler que nous nous réunissons sur des terres et des territoires qui sont habités par les peuples autochtones depuis le début des temps. En particulier, nous diffusons ce webinaire depuis Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec cet endroit et l'occasion de nous y réunir aujourd'hui. J'encourage tous les participants à indiquer dans la boîte de dialogue le territoire à partir desquels ils se joignent à nous. Et je cède à présent la parole à ma co-animatrice, Dr. Kitty Burney. Kitty Burney, merci Brady. Très heureuse d'être ici et de co-animer. Au nom de SKIP, Solutions pour la douleur chez les enfants, j'aimerais signaler que je suis du sud de l'Alberta et donc je profite de cette occasion pour reconnaître les territoires traditionnels des peuples de la région du traité 7 dans le sud de l'Alberta qui comprend la Confédération des Blackfoot, comprenant les Premières Nations Siksika, Piikani et Kainai, ainsi que la Première Nation Tsuut'ina et Stoney Nakoda concernant les Premières Nations Chinook, Bearspaw et Wellesley. Et la ville de Calgary est également le territoire ancestral de la nation métisse de l'Alberta, région 3. Brady Como. Merci, Katie. Alors, comme je le disais, je vais co-animer. Je suis Brady Como et je suis stagiaire au programme à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Et je vais laisser Katie se présenter. Katie Burney. Eh bien, je suis directrice scientifique adjointe pour SKIP. Je suis également professeure adjointe au département d'anesthésiologie et de médecine périopératoire, de médecine de la douleur à l'Université de Calgary. Brady Como. Merci, Katie. Alors, tandis que je vais présenter nos conférenciers invités, je vous demande de prendre un petit instant pour vous présenter également dans la boîte de dialogue. Alors, tandis que je nommerai le nom des conférencières, je vais demander à ce qu'elles se présentent. Je commence par Stephanie Paravant. Stéphanie, peut-être êtes-vous en sourdine. Je vais passer à Isabelle Jordan. Bonjour, ici Isabelle. Alors, je suis patiente et proche partenaire. Je suis de la côte ouest, le territoire ancestral des nations Amish, et
je suis la mère de 2 enfants. Je suis patiente partenaire. Mes 2 enfants ont des douleurs chroniques et donc j'ai également une expérience des opioïdes. Mm, Brady Como. Merci Isabelle. Stéphanie, la ligne est-elle ouverte? Stéphanie Paramount, bonjour. Alors, très heureuse d'être des vôtres. Je suis proche aidante pour mon fils de 13 ans qui a des besoins thérapeutiques complexes. J'ai un autre fils qui a 15 ans. Je suis patiente partenaire dans divers organismes de partout au Canada, mais je travaille à partir d'Ottawa et je vis à Ottawa. Brady Como, merci Stéphanie. Et Samina. Samina Ali. Bonjour, je suis urgentologue en pédiatrie à l'hôpital pour enfants Stollery d'Edmonton en Alberta, territoire du traité 6. Et je suis également professeure en pédiatrie et médecine d'urgence à l'Université de l'Alberta, où je fais des recherches dans la douleur aiguë chez les enfants. Et j'ai 3 enfants, un que vous voyez justement à l'écran. Brady Como, merci. Alors, les objectifs du webinaire d'aujourd'hui sont d'améliorer la sécurité et l'efficacité dans le contexte de l'utilisation des opioïdes chez les enfants et les jeunes, en présentant brièvement SKIP, la FCISS et notre collaboration, en présentant l'importance de créer et de diffuser des ressources et des pratiques exemplaires utiles, et en parlant des possibilités de collaboration et de coordination pour créer et diffuser des ressources et des pratiques exemplaires. Pour commencer, nous allons vous donner un aperçu de la FCISS, de SKIP et de ce que nous faisons pour encourager la prescription sûre et efficace des opioïdes chez les enfants et les jeunes. La Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, ou FCISS, est un organisme sans but lucratif dont la mission est de collaborer avec des partenaires afin d'identifier et de diffuser des innovations éprouvées pour améliorer les soins de santé de proximité et communautaires dans des domaines de priorité commune pour les provinces, territoires et le gouvernement fédéral. L'incidence de notre travail est l'amélioration pérenne de l'expérience et de la santé des patients, des familles et des proches aidants, la vie professionnelle du personnel soignant et l'optimisation des ressources. Nous croyons au pouvoir collectif du changement et c'est pourquoi nous agissons en partenariat avec d'autres acteurs pour donner vie à cette vision. Je cède à présent la parole à Katie Burney qui nous parlera de la stratégie de SKIP et des raisons pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui. Katie Burney. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, SKIP est un réseau financé par les centres d'excellence de santé des enfants Canada. SKIP tâche de faire le pont entre les pratiques actuelles et les solutions appuyées sur des données probantes émergentes. En fait, nous savons que le Canada est un chef de file en matière de recherche sur la douleur chez les enfants. Or, nous savons, à la lumière d'autres initiatives de recherche, que cette recherche se transforme rarement en pratique. Il y a toujours beaucoup d'enfants, les 2 tiers des enfants, qui sont à l'hôpital, dans un hôpital canadien, et qui vivent des interventions douloureuses sans gestion de la douleur. Beaucoup de gens ne se sentent pas à l'aise de gérer la douleur chez les enfants. Les professionnels de la santé ont très peu de formation sur la douleur chez les enfants dans le cadre de leur éducation, instruction, et donc nous tâchons d'améliorer cette situation. Alors notre vision est d'aider les Canadiens à être en meilleure santé en gérant mieux la douleur chez les enfants, quel que soit le milieu dans lequel ces interventions sont faites. On le fait en partenariat, grâce à une coordination et une collaboration avec des partenaires comme le partenariat avec la FCSS. On travaille aussi avec des producteurs de connaissances, donc des scientifiques, des chercheurs, des médecins, mais des familles, mais aussi ceux qui se servent de cette information, à savoir 48 établissements membres qui font partie de Santé des enfants Canada. Et au sein de SKIP, nous avons des pôles qui
vise à mobiliser ces connaissances afin d'améliorer la santé chez les enfants. Nous avons plus de 100 partenaires au Canada et ailleurs. Et évidemment, nous avons aussi des partenariats avec les usagers, les patients et les proches aidants. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour nous concentrer sur la douleur aiguë chez les enfants et les opioïdes. Alors, la douleur aiguë est fréquente chez les enfants, mais elle est rarement bien prise en charge. Il est important d'éviter les dépendances. Lorsqu'on parle de douleur aiguë, il peut s'agir de fractures ou alors de douleurs suite à une intervention chirurgicale. Et on souvent qu'on dépense souvent trop d'un type de traitement, dont une option médicamenteuse. Mais une bonne gestion de la douleur comprend une gestion multimodale, parfois psychologique, et aussi d'autres mesures en plus des médicaments. Et pour orienter la conversation d'aujourd'hui, il faut comprendre que dans le contexte des opioïdes, ce sont souvent des opioïdes que l'on obtient souvent en raison d'une ordonnance pour une douleur aiguë. Alors, dans le système de soins de santé, et pour les jeunes qui reçoivent cette ordonnance pour gérer leur douleur aiguë, il est important de veiller à le faire de manière sûre et efficace. Notre objectif est de travailler ensemble pour communiquer les outils existants, mais aussi pour cerner la possibilité d'avoir d'autres outils, partenariats qui pourraient favoriser la prescription efficace et sûre d'opioïdes pour gérer la douleur chez les enfants et les jeunes. Notre but, on a eu une rencontre en février dernier pour ceux d'entre vous qui ont assisté. Alors, notre but était de discuter des priorités des activités chez les enfants, les jeunes, les proches aidants et les prestataires de soins du point de vue des opioïdes et de la douleur au Canada, de trouver des synergies pour collaborer dans le but de créer et de diffuser des ressources et des pratiques exemplaires, de créer de nouvelles ressources et aussi de diffuser les pratiques exemplaires. Nous avons évalué la situation avant le webinaire. Nous avons examiné les points de vue des parties prenantes et fait un survol de la littérature publiée, en plus des articles soumis à un comité de lecture. Et nous avons 29 parties prenantes qui ont assisté à cette première rencontre en février dernier. Et cela représentait des organisations que vous voyez affichées ici, des organismes de santé pan-canadiens, des partenaires de soins, des responsables de la réglementation et des politiques, des courtiers de connaissances, des patients partenaires, ainsi que des administrateurs. Et nous nous réjouissons de poursuivre ce dialogue aujourd'hui, que vous ayez été présents pendant cette première rencontre ou non. Nous savons tous que c'est une question urgente, la gestion de la douleur chez les enfants et l'utilisation des opioïdes au Canada. Sur ce, c'est avec plaisir que je cède la parole à deux experts formidables qui nous diront quelques mots sur leur expérience. Isabelle Jordan et Stéphanie Paravant, qui nous donneront un aperçu de leur expérience vécue. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Étant donné nos expériences, on souhaite parler non seulement de notre récit, mais de l'utilité des ressources données aux patients. Alors, j'aimerais commencer par parler des ressources elles-mêmes. J'ai reçu très peu de ressources lorsque mon fils a reçu son ordonnance d'opioïdes. Alors, ces ressources ont été développées après coup. Et je pense qu'il aurait été intéressant d'avoir quelque chose au départ. Les ressources traitent des mêmes enjeux, mais de manière un peu différente. Ils exposent les risques, c'est-à-dire comment administrer les opioïdes de manière sécuritaire, mais ils parlent très peu des avantages. On dit parfois communiquer avec votre professionnel de la santé, mais on ne précise pas de qui il s'agit, qui contacter en cas de problème. En ce qui me concerne, et Stéphanie et moi en avons parlé, ce dont il n'est pas question dans ces ressources, c'est les enjeux avec lesquels nous avons été aux prises lorsque nous avons donné des opioïdes à nos enfants pour gérer leur douleur. Je parlerai de mon récit et ensuite Stéphanie vous présentera le sien. Il y a un peu plus d'1 an,
mon fils a eu une intervention dentaire. À 17 ans, il avait reçu une sédation à bien des reprises. Il avait eu des interventions pour sa douleur chronique et des interventions thérapeutiques pour gérer ses difficultés. On nous a donné une ordonnance d'opioïdes pour lui pour la douleur suite à la chirurgie et un numéro de téléphone à composer après quelques jours. Et donc, nous sommes rentrés à la maison. Il hurlait de douleur, mais on estimait que ça s'améliorerait. Enfin, on l'espérait. Je ne savais pas comment le réconforter et on ne savait pas non plus à qui s'adresser pour obtenir des réponses. Ensuite, on a compris que contrôler la douleur exigeait d'autres outils que ceux auxquels on était habitué. Il fallait d'ailleurs prescrire des opioïdes d'une manière qu'on ne connaissait pas. On était bien loin d'un hôpital pour enfants et des ressources et nous n'avions pas de ressources nous permettant de prendre de bonnes décisions. On avait notre médecin de famille, on avait le service d'urgence local et quelques numéros de téléphone. Personne ne savait comment se servir des opioïdes convenablement pour un adolescent. Et personne n'avait vraiment tout son historique médical non plus. Et c'est là que tout a dérapé. On avait des questions par rapport à l'utilisation d'opioïdes. Est-ce qu'ils pouvaient devenir dépendants? Est-ce que c'était dangereux? Comment expliquer qu'ils consomment des opioïdes à la famille, aux autres professionnels de la santé, des services d'urgence par exemple? Comment expliquer l'utilisation des opioïdes dans le contexte des autres symptômes que nous gérons déjà? Comment gérer les effets secondaires? Est-ce que quelqu'un assumerait la responsabilité de cette coordination? La réponse à ces questions était un vide qui l'a laissé souffrir trop longtemps et qui a mené à un urgentologue qui a dit à notre fils de 17 ans, 2 semaines après une intervention chirurgicale, qu'il était dépendant aux opioïdes. Il a laissé mon fils souffrir pendant 2 heures avant d'administrer une dose d'opioïdes. Il faut renseigner non seulement les familles, mais également les professionnels de la santé. Merci. Stéphanie Paravant. Merci Isabelle. Alors, comme Isabelle, ces ressources n'ont pas été rendues disponibles au moment où mon fils Matthew a reçu sa première ordonnance d'opioïdes pour gérer sa douleur aiguë. La différence dans notre expérience, c'est que nous avons eu beaucoup de chance d'avoir une équipe médicale à notre disposition pour nous aider. Par ailleurs, nous avions une expérience, comme Isabelle d'ailleurs, pour nous y retrouver dans le système de santé, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Malgré tout cela, ayant des ressources à notre disposition, n'était pas suffisant. On aurait voulu avoir des ressources personnelles. En examinant la situation des familles comme celle de Isabelle, je constate que nous avons tous vécu beaucoup de douleur. L'information est surtout palliative et concerne les dangers. Beaucoup de familles restent dans l'embarras. Bien que la sécurité soit à l'avant-plan de toutes nos préoccupations, il est important de communiquer les avantages de l'ordonnance d'opioïdes. Donc, des enfants demeurent dans la douleur. Et bien que ces ressources soient jugées courantes, on ne parle pas de trousses de naloxone qui sont disponibles dans les pharmacies. C'est un bon rappel que l'information change constamment et qu'il est très important d'être sûr de partager des ressources à jour. Je vous donne un petit peu d'informations sur mon fils Matthew. Mon fils était en santé jusqu'à l'âge de 6 ans lorsqu'il a commencé à avoir des crises d'épilepsie. Il a été hospitalisé pendant 18 mois à Ottawa et Toronto. Il a perdu la possibilité de parler, de se mouvoir et de s'alimenter lui-même. Il n'avait pas d'autres diagnostics, mais on lui a diagnostiqué une maladie immunitaire.
On s'est installé dans une nouvelle vie. Surtout, on gérait ses crises et on s'est ajusté à son handicap grave. En 2017, 3 ans et demi après son, son premier, euh, sa première hospitalisation, on a constaté que sa hanche était disloquée suite à une crise d'épilepsie. On a géré cela en adaptant son positionnement et Matthew semblait s'en tirer. À la fin de 2018, il a vécu une crise de douleur grave. Ces crises d'épilepsie se sont multipliées et il n'y avait plus de position confortable pour lui. On s'est retrouvé à Roger Neilson, qui est un hôpital palliatif de la région d'Ottawa. Matthew a refusé d'essayer les médicaments qu'on lui proposait. Au bout de quelques jours, son état était tellement grave qu'il ne tolérait plus grand-chose. On a eu beaucoup de conversations avec son médecin. Bien que Matthew ne puisse pas parler, il faut comprendre que sur le plan cognitif, il a toute sa capacité pour un enfant de son âge. Alors on hésitait à faire le contraire de ce qu'il demandait. Un de ses médecins de confiance a enfin compris que son hésitation avait trait à sa peur. Il avait vu des publicités sur la fentanyl, il savait ce qui se passait, point de vue des surdoses, et il craignait que, avec un tampon de fentanyl, il mourrait. Une fois qu'on lui a expliqué comment s'en servir, on a constaté une différence dans sa douleur. Ça n'a pas été facile. Il a fallu essayer beaucoup de médicaments et certains des effets secondaires étaient épouvantables. J'avais vraiment beaucoup de chance d'avoir un professionnel de la santé qui me rassurait qu'on pouvait essayer d'autres médicaments. On a enfin trouvé la bonne combinaison, une approche multimodale à base de médicaments, d'intervention et de physiothérapie. Je vais noter ici que bien que la physiothérapie soit souvent évoquée dans une approche multimodale, beaucoup de gens n'ont pas accès à un physiothérapeute sur une base régulière car cela coûte très cher. De retour à notre histoire, il y a eu un changement énorme chez Matthew. Ses crises d'épilepsie ont diminué, son apparence a changé et il a été capable de manger par la bouche pour la première fois depuis des années. Une photo que j'ai affichée ici, enfin les photos, sont une illustration de son parcours. À gauche, vous avez Matthew et son apparence pendant quelques années. On présumait, comme son équipe médicale, que ses yeux, sa bouche étaient le résultat des médicaments ou peut-être de la progression de sa maladie. Ce qu'on ne savait pas, en fait, c'est que c'était associé à sa douleur. Au milieu, vous avez la photo de Matthew, une fois qu'on a commencé les opioïdes et qu'il a commencé à ressentir moins de douleur. Ça a été un changement énorme pour nous et nous pensions que c'était le but ultime. La troisième photo, c'est suite à une intervention combinée aux médicaments. Comme vous le voyez, il a commencé à sourire. On ne l'avait plus vu sourire depuis plus de 2 ans. Tout s'est produit si graduellement avec l'accumulation de sa douleur jusqu'à ce qu'elle soit si sévère qu'on doive intervenir. On ne réalisait même pas à quel point il avait mal. D'ailleurs, Matthew s'était habitué à vivre dans la douleur, donc même lui ne savait pas qu'il vivait dans une douleur insoutenable. Ce qu'il déclarait être une douleur de niveau 0 sur 10 était probablement un 5 chez quelqu'un qui ne vit pas avec une douleur chronique. Maintenant, ce n'est pas que la douleur de Matthew soit toujours contrôlée, mais il n'a plus besoin d'opioïdes sur une base régulière. Cela dit, nous les avons à portée de main si jamais il en a besoin. J'espère qu'au fil du temps, d'autres enfants seront pris en charge plus vite, qu'ils ne vivront pas les mêmes craintes et les mêmes effets secondaires que mon fils.
Merci. Isabelle Jordan ici. Alors, nous allons maintenant vous demander de participer à ce webinaire, car activement, parce qu'il s'agit de partager des ressources et des pratiques exemplaires. Est-ce qu'on veut savoir de votre part? En fait, grâce à ce sondage, on veut que vous nous disiez si vous êtes au courant de ces ressources et des pratiques exemplaires qui peuvent encadrer l'utilisation des opioïdes à la maison. Isabelle et Stéphanie et moi avons partagé notre histoire simplement pour ouvrir l'échange, mais vous avez sans doute vous aussi des choses à apporter. Alors, on aimerait savoir s'il y a des ressources qui coordonnent les soins entre le médecin qui a prescrit le médicament et l'équipe de santé générale de l'enfant ou du jeune, donc le pharmacien, l'urgentologue, le médecin de famille, etc. Des ressources ou des pratiques exemplaires qui faciliteraient les discussions avec les enfants, les jeunes et les proches aidants sur la stigmatisation qu'ils pourraient subir de la part d'autres professionnels de la santé, de leur famille ou d'amis en raison de leur utilisation d'opioïdes. Ça s'est produit chez nous. Ça a été un énorme obstacle dans notre famille. Des ressources qui permettent la compréhension d'un plan de rechange si la douleur aiguë ne disparaît pas et des ressources qui encadrent l'utilisation et le rangement sécuritaire des opioïdes en dehors du milieu de santé, notamment à l'extérieur de la maison, comme à l'école. Alors, saisissez vos observations et nous tâcherons de les lire. Alors, je vois déjà des interventions. Si vous pouvez les saisir dans l'encadré du sondage, c'est un peu plus facile que si vous le faites dans la boîte de dialogue pour que je puisse veiller à ne rien rater. Alors, les pharmaciens sont essentiels. Avoir un coordonnateur des soins thérapeutiques complexes comme une infirmière autorisée. Ça, j'adore, mais beaucoup d'enfants n'ont pas accès à ces coordonnateurs de soins thérapeutiques complexes. Dans notre petite ville, notre pharmacien est un membre très important de l'équipe de soins. Alors oui, tout à fait. C'est très important de faire participer le pharmacien. Nous travaillons actuellement à un guide à remettre aux familles aux urgences. Est-ce que vous le faites avec des patients et des proches qui co-créent ces guides? Il y a certainement des ressources disponibles qui peuvent vous éclairer à savoir comment faire participer des patients et des proches pour veiller à ce qu'ils puissent apporter leur son de cloche à l'élaboration de ces guides. Ah oui, quelqu'un qui nous montre des ressources disponibles de Sick Kids, entre autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Stéphanie Pavin. La première chose saisie dans l'encadré sur le pharmacien, c'est très important. Le pharmacien est celui qui voit la famille le plus souvent, régulièrement, une fois que l'enfant a besoin de médicaments. Donc, c'est très important. Isabelle Jordan. Oui, et il peut s'agir du pharmacien de l'hôpital comme du pharmacien communautaire, tout à fait. Pour les enfants qui créent des ressources, vous pouvez aller chercher des lignes directrices dans divers endroits pour savoir comment travailler avec les patients et les proches pour créer des ressources adaptées aux familles. Stéphanie Paravant. Il est très important de veiller à avoir des approches qui s'appuient sur diverses expériences, c'est-à-dire un enfant qui est en douleur chronique, comme Isabelle le disait, quelqu'un qui a été l'objet d'une intervention même dentaire. Isabelle Jordan. Oui, parce que les gens ont des expériences très différentes. Et donc,
Une ressource n'est peut-être pas adaptée à tous les patients. Il est donc très important d'avoir un bassin de patients très diversifié dont les expériences et les obstacles peuvent être très différents. Stéphanie, par avant, je vois que Jennifer a affiché dans la boîte de dialogue. On a entendu une suggestion de convoquer les familles, les enfants et les jeunes pour créer les outils. C'est très important. C'est vrai, les enfants qui sont suffisamment mûrs pour comprendre l'information doivent participer aux conversations. Ce serait très important d'avoir des ressources qui s'adressent à eux pour que ce soit plus simple pour eux de comprendre et que ça puisse aussi les autonomiser, de sorte qu'ils puissent s'occuper d'eux-mêmes. Isabelle Jordan, oui, parce que leurs préoccupations peuvent être bien différentes de celles de leurs parents, de leurs proches aidants. De notre point de vue, nous avions, il y a environ 1 an et demi, une jeune femme, une jeune fille de l'âge de mon fils qui est décédée d'une surdose d'opioïdes. Ça lui a fait un choc. Et c'était un enfant de son âge. Ce sont des choses qu'il faut absolument aborder, surtout dans des petites collectivités comme la nôtre. Alors, si j'ai raté quelque chose, Brady, Katie, n'hésitez pas. Docteur Katie Burney, le partage d'idées avec les professionnels de la santé. Vous savez, les professionnels de la santé travaillent tous différemment. Parfois, c'est frustrant de voir que les professionnels de la santé ne sont pas toujours au courant des effets secondaires et de l'efficacité de la morphine par rapport à la fentanyl. Enfin, c'est de l'information qui n'est pas toujours communiquée. On peut avoir la perspective de beaucoup de médecins, surtout pour la gestion des effets secondaires. Vous avez des médecins qui recommandent des médicaments pour empêcher pour empêcher les enfants d'avoir des effets secondaires au niveau de l'intestin. Alors, s'il y avait moyen pour les gens de partager davantage de cette information, bon, je sais qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de moyens disponibles, mais je pense qu'il faut cibler les professionnels et les enfants. Parce que, en fait, l'information communiquée aux enfants ne peut pas être celle pour les adultes. Isabelle Jordan. En fait, c'est devenu très clair pour nous, dans notre cas, euh, de comprendre que, en fait, on devait nous-mêmes s'occuper de ces médicaments, de ces effets secondaires. Par exemple, lorsqu'il a eu des ennuis intestinaux associés à l'utilisation des opioïdes, on a eu beaucoup de mal à obtenir des renseignements, à savoir comment gérer cela. Alors, je pense qu'il faudrait avoir une information plus complète à cet effet. Brady Como, je vais vous donner une toute petite minute avant de passer aux prochaines diapositives. Isabelle Jordan, merci Brady. J'ai beaucoup apprécié tous les commentaires qui ont été saisis. Merci beaucoup. Cette information est fort utile. Hein. Stéphanie, pardon. Oui, et il faut aussi veiller à ce qu'il y ait des réseaux de pairs, non seulement chez les parents, mais aussi les jeunes. L'hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario, CHIO, a justement un groupe pour les enfants. Alors, je pense que même pour la douleur aiguë de plus courte durée, ce serait important de permettre aux familles d'établir un contact avec d'autres familles. C'est souvent comme ça qu'on trouve des solutions à nos problèmes, c'est en discutant avec d'autres familles qui vivent une situation similaire. Alors, trouver un moyen d'établir des réseaux, c'est très important. Isabelle Jordan. Il faut surtout que les familles ne craignent pas de demander
à ce qu'on établisse des liens comme cela. C'est vrai qu'il est très important d'assurer un contact. C'est ce qui permet de trouver des solutions innovantes. Stéphanie Paravant, c'est ce qui permet aussi de normaliser la situation des enfants lorsqu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ont les mêmes questions, les mêmes préoccupations, ils sont rassurés. Isabelle Jordan, ça permet aussi de réduire la stigmatisation, non seulement chez la famille et l'enfant, mais aussi dans le milieu de santé. Il y a beaucoup de stigmatisation dans le milieu de santé. Non seulement pour les médicaments, mais la douleur surtout. Stéphanie Paravant, oui, surtout lorsqu'il est difficile de reconnaître la douleur chez un enfant qui ne peut pas parler. Ça peut être très difficile à expliquer à un professionnel pourquoi on estime que l'enfant souffre quand l'enfant n'arrive pas à s'exprimer lui-même. Isabelle Jordan. Bon, alors je pense que nous allons conclure et remercier tout le monde de son attention. Merci encore de nous avoir donné l'occasion de discuter de ces questions très importantes pour nos familles. Stéphanie Paravant, merci beaucoup d'avoir écouté notre récit. On espère que ça aidera d'autres personnes qui éprouvent les mêmes difficultés. C'est l'objectif des exercices comme ceux-ci. Merci à tous. Brady Como, merci. Et donc, je vais à présent céder la parole au Dr Samina Ali. Dr Samina Ali. Merci, Brady. Isabelle et Stéphanie, quelle histoire percutante. Merci d'avoir accepté de partager cette expérience avec nous. Afin de rejoindre ce que disaient Stéphanie et Isabelle, je pense qu'on doit expliquer que les professionnels de la santé n'ont pas tous les mêmes renseignements, ils n'ont pas toujours le même accès à l'information. Il y a parfois aussi des déficits d'information. Ce groupe qui s'est rencontré en février dernier a tâché de réunir des ressources qui étaient disponibles dans nos organismes, mais aussi dans d'autres organismes, afin de créer un début de ressources qui pouvaient aider les professionnels de la santé à se renseigner pour mieux servir les familles comme celle d'Isabelle et de Stéphanie. Ce n'est que le début. Et ce que j'ai fait ici, c'est tâcher de vous donner des exemples de ce qui est disponible et qui permet de comprendre comment on essaie d'assurer l'éducation des professionnels. Et d'ailleurs, j'aimerais au fil de mon exposé que vous pensiez à ce que vous connaissez qui pourrait être partagé, car à la fin de cet exposé, je vais vous demander de saisir davantage d'outils dans la boîte de dialogue pour élargir notre liste et vous encourager à vous joindre à notre groupe. Alors, un des outils à notre disposition sont des lignes directrices pour les cliniciens. On a l'habitude de s'en servir comme clinicien. Et ici, je vous présente le guide créé par la Alberta Dental Association and College pour gérer la douleur. Vous savez, les dentistes prescrivent assez souvent des opioïdes pour le traitement de la douleur suite à des interventions chirurgicales surtout. D'ailleurs, c'est souvent les ordonnances que l'on retrouve chez les enfants d'opioïdes, c'est souvent pour des questions dentaires. Alors, on a produit ce guide pour aider les dentistes à mieux comprendre quand et comment prescrire ces opioïdes. Bien que le document ait 5 ans, ce document est évolutif. Bon, il doit être révisé régulièrement car l'information change très rapidement. Mais les principes demeurent vrais. Par exemple, on parle de diminuer la prescription pour l'assortir davantage à la période de douleur. Mais les familles disent que globalement, 2 à 3 jours, c'est la période de douleur aiguë. Donc, la première ordonnance est sans doute limitée à 5 à 10 cachets pour la majorité des interventions mineures.
Mais ça, il faut l'expliquer très clairement aux familles. Et il faut expliquer aux familles comment gérer la douleur au-delà de cette période. Mais c'est un bon point de départ pour limiter le nombre de cachets qui ne sont pas utilisés, qui se retrouvent dans la communauté. Il est également question d'acétaminophène, qui est le médicament de choix et qui peut peut-être être problématique. Il y a de plus en plus de données probantes à l'effet que les médicaments autres que les opioïdes doivent être privilégiés, comme l'acétaminophène et l'ibuprofène. Et l'hôpital SickKids de Toronto est un excellent exemple d'un recueil de ressources éducatives pour les professionnels de la santé qui veulent comprendre la douleur pédiatrique. Donc, il existe une formation gratuite disponible pour les professionnels de la santé, pour tout praticien de la santé, et cela comprend des modules dont la science élémentaire jusqu'à la prescription elle-même et le choix du bon agent. Donc, une excellente ressource à consulter. Un autre exemple provient de QSSO, Qualité des services de santé Ontario, où on a créé une norme de qualité. Cette norme de qualité a été créée dans le but d'orienter les prescriptions. Maintenant, cela remonte à il y a 15 ans. Cela dit, il y a bien des outils dans cette trousse qui sont toujours appropriés pour les jeunes. On sait que chez les 15 à 18 ans, le risque de dépendance est plus élevé, comme chez les adultes. Donc, c'est inclus dans ce guide. La norme comprend aussi le concept d'un traitement multimodal, c'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser une thérapie médicamenteuse exclusivement. Il est question de dose, de la durée de la thérapie et quoi faire si quelqu'un vit dans la douleur chronique, ce qui est un enfant sur 5 à peu près au Canada, si en plus il y a une exacerbation aiguë ou une nouvelle blessure qu'on doit déterminer comment prescrire au-delà de ce qui est déjà utilisé par le patient. Alors, cette trousse comprend bien des éléments et vous avez donc des infographiques, des guides pour aider les établissements à instaurer ces normes, mais il y a aussi un guide de référence du patient. Donc, le patient lui-même, sa famille, peut se renseigner sur le contenu de la norme de qualité. Un autre exemple que l'on peut partager, c'est le fait que la communauté reconnaît qu'il y a des questions de sécurité dans le traitement de la douleur chez les enfants. Et l'ISMP crée ce bulletin sur la sécurité. Ici, vous avez un exemple d'un événement critique et on s'est servi d'hydromorphone et que donc la gestion de l'hydromorphone s'est mal produite et cela a créé des effets négatifs pour la famille et l'enfant. Alors on tâche ici d'identifier comment ceci se produit, plutôt que de tâcher de pointer du doigt le professionnel de la santé ou l'équipe qui en était responsable. Et au final, cela a créé la trousse d'outils sur les interventions pédiatriques. Son message était extraordinaire. Ça permettait de simplifier le type de médicaments utilisés et dans quel contexte. Et donc, ça comprenait la morphine, la fentanyl et l'hydromorphone, c'est-à-dire les 3 opioïdes les plus utilisés en pédiatrie. Et une partie du message que j'ai apprécié, c'est qu'on disait, si vous n'êtes pas un établissement qui se sert de ces médicaments régulièrement et qui n'a pas beaucoup de
d'enfants pédiatriques, de patients pédiatriques, il faut se servir d'un seul de ces médicaments et se renseigner sur son utilisation. Et généralement, c'était la morphine. Donc, ça permet aux établissements de se spécialiser dans la gestion de la douleur avec un seul médicament, ce qui permet à l'établissement et à ses professionnels de se familiariser avec le médicament et de se sentir à l'aise. Il y avait quelques mises en garde à savoir pourquoi on pourrait éviter la morphine, choisir autre chose, mais enfin, j'ai beaucoup apprécié cette information. Alors, c'était une autre ressource. La dernière ressource provient de l'organe responsable de l'examen des médicaments et des technologies, c'est-à-dire l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. J'aime beaucoup ce rapport de l'année dernière. On sait tous que Santé Canada a des doses recommandées sur la codéine qui remontent à il y a 5 ans, mais on n'a pas éliminé la codéine dans le traitement de la douleur chez l'enfant. Et dans ce rapport, on nous rappelait que lorsqu'on a comparé la codéine à l'ibuprofène et à l'acétaminophène, il n'y avait pas de changement dans l'efficacité clinique. Donc la codéine n'ajoute rien du tout, plutôt que de se servir de l'acétaminophène, paracétamol ou l'ibuprofène. Ceci examinait les effets secondaires et que la codéine, en fait, a généralement beaucoup plus d'effets secondaires et d'effets négatifs. Alors, l'agence a d'excellents rapports comme ceux-ci sur son site. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'activités dans la boîte de dialogue, ce qui est très emballant. Je vais lire ces commentaires et en même temps, je vais vous demander de répondre à ce sondage. La question que j'aimerais vous poser est quels outils et stratégies peuvent aider la prescription sûre et efficace des opioïdes dans le traitement de la douleur chez les enfants? Et tandis que vous répondez, je vais tâcher de voir ce que vous indiquez dans la boîte de dialogue. Amy qui nous dit 5 à 10 cachets après une intervention dentaire. Mon fils aurait eu 16 cachets après l'extraction de dents de sagesse et extraction très simple. Merci beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles on reconnaît que ces ordonnances associées à des interventions dentaires sont associées à un excès de cachets dans la communauté. Je ne veux pas m'en prendre aux dentistes. Vous savez, comme urgentologue, on a ce problème aussi, comme c'est le cas des chirurgiens, suite aux interventions chirurgicales. Alors, nous pouvons tous faire mieux pour diminuer le nombre de cachets utilisés. Mais je pense qu'il faut se rappeler que la famille doit être renseignée. Sinon, on lui rend un bien mauvais service. Certains ont besoin de plus que 5 à 10 cachets. Quelqu'un écrit « Je me demande si des outils permettent de composer avec la stigmatisation de manière éclairée par rapport au traumatisme. » Alors, je ne sais pas, mais si quelqu'un est au courant, on aimerait bien avoir ces renseignements. On aimerait que vous vous joigniez à cette communauté que nous créons afin de traiter de ces questions. Nous avons une observation. Notez que le guide dentaire propose la codéine. Il y a une mise en garde, mais ça n'est pas suffisant. Tout à fait. Vous savez, aucun outil n'est parfait, surtout s'il remonte à il y a quelques années. Et c'est la raison pour laquelle on organise des rencontres pour tâcher d'identifier les outils les plus récents et qu'on tâche de mettre à jour les autres. Quelqu'un dit prescrire moins de cachets dans la communauté, mais veiller à gérer la douleur.
Oui, je ne saurais trop insister sur le besoin de gérer la douleur. Quoi faire si ça n'est pas suffisant? Autrement, je pense qu'on accuse un gros retard. Est-ce qu'on peut consommer de l'acétaminophène en même temps que les opioïdes? Généralement, c'est admis, mais il faut renseigner à la fois les professionnels et les familles. Oui, tout à fait. Vous savez, les principes élémentaires de la gestion de la douleur disent toujours de commencer par quelque chose qui n'est pas un opioïde, je suis d'accord, et ensuite intégrer les opioïdes comme cothérapie, jamais en monothérapie. Et il faut ensuite diminuer la consommation des opioïdes. Informer les pharmacies de sorte que les médicaments qui contiennent de la codéine ne soient pas remis aux enfants ou que ce soit fait suite à une conversation avec le prestataire qui a rédigé l'ordonnance. Ça, c'est vraiment très important. Oui, il faut absolument que les pharmacies signalent ce danger. Il y a des exceptions, mais si vous avez un adolescent, par exemple, qui souffre d'une anémie et dont la crise est bien traitée par la codéine depuis 15 ans, on ne va pas arrêter. Ça marche, mais si on a un nouveau patient, on ne va certainement pas lui prescrire pour gérer cette anémie falciforme. Prescrire de l'acétaminophène ou d'autres choses pour arrêter l'utilisation d'opioïdes. Tout à fait. J'entends Brady. Oui, allez-y. Brady Como. Oui, alors je vous donne une petite minute pour conclure cette conversation formidable, à la fois dans la boîte de dialogue et dans l'encadré du sondage. Docteur Samina Ali. Oui, merci. Alors, de nouveau, je vous rappelle que vous devez continuer de saisir vos observations, car je crois qu'à la toute fin, nos animateurs vont nous expliquer comment on pourra continuer la conversation. Je ne pense pas que je pourrai lire toutes vos observations, ou répondre à toutes vos observations, car elles sont nombreuses, mais n'arrêtez pas. Alors, suite à ce webinaire, nous pourrons continuer d'échanger. Et d'ailleurs, je m'en réjouis. Sur ce, je cède la parole à Brady. Merci beaucoup. Brady Como. Merci et merci au public. Alors, je vais à présent céder la parole au Dr. Katie Burney qui va nous aider à conclure. Katie? Dr. Katie Burney. Merci et merci Dr. Ali d'avoir partagé toute cette information. Alors, une des choses qu'on a retenues de notre rencontre de février dernier, c'était que il est très important de collaborer et faire fond sur cette synergie, sur cette énergie dont le docteur Ali parlait. Je vous invite tous à participer à cet engagement. Nous voulons nous associer aux enfants, aux jeunes, aux proches aidants et aux professionnels pour orienter la création et la diffusion de ressources et de pratiques exemplaires. On veut collaborer avec les organismes pan-canadiens dont vous êtes et des parties prenantes. Nous voulons nous rassembler pour discuter de politique, pour faire la promotion de pratiques sécuritaires de prescription, d'administration et d'élimination des médicaments, et aussi de créer un groupe consultatif pour orienter des décisions qui permettront de veiller à ce que l'on atteigne nos objectifs communs. Alors, on vous invite à vous identifier et à participer à nos efforts. Voici notre appel à l'action. Si il vous rejoint, communiquez avec nous. Vous voyez ici contact@kidsandpain.ca. Si vous avez des idées de partenariat, si vous avez envie de continuer de travailler, de continuer sur notre aire d'aller, eh bien, communiquez avec nous. Nous avons des ressources pour vous aider, pour tâcher de créer des outils, de travailler avec des organismes, ou même si vous voulez partager des outils que vous connaissez, nous pourrons vous aider à en faire la diffusion dans notre réseau. Alors, nous avons un réseau très important d'utilisation d'opioïdes chez les enfants et les jeunes.
Jennifer Major vous a parlé de l'approche de la FCISS qui est fort axée sur le partenariat avec le patient. Alors, nous pouvons faire appel à la FCISS aussi pour tâcher de mousser ce genre de partenariat. Il est très important de souligner leur participation. Vous l'avez vu d'ailleurs dans les propos d'Isabelle et de Stéphanie. Nous avons aussi un résumé produit à l'issue de notre rencontre de février. Il s'agit de recommandations et de conclusions, dont des liens vers des ressources qui peuvent déjà être diffusées. Des ressources d'ailleurs qui ont été évoquées par Dr. Ali et d'autres. Et ce document est disponible en anglais et en français. Sur ce, je cède la parole à Melissa. Melissa Sheldrake. Merci. Alors, merci à la FCISS et à Skip de nous avoir donné cette occasion de présenter notre projet de ressources. 5 questions à poser au sujet des médicaments pour les enfants. Je suis proche partenaire et proche ressources et nous pilotons au sein de mon organisme ce genre de travail. Et d'ailleurs, je pense que dans ce webinaire, vous avez bien vu à quel point ce guide serait utile. Les jeunes sont exposés à des médicaments très jeunes parfois. Il est important pour eux de leur expliquer quelles responsabilités ils doivent avoir. Et cela signifie une communication ouverte entre le prestataire et le patient. L'objectif de ce guide est d'aider le prestataire à enseigner aux jeunes de 8 à 12 ans comment poser des questions pour les aider à se renseigner par rapport aux médicaments et leur innocuité. Ceci aidera les enfants à poser davantage de questions et à penser de manière critique. Comme enseignante au primaire, j'ai vu des enfants se présenter avec des pompes, des médicaments et toutes sortes de choses. Je pense que si nous leur enseignons comment poser des questions, ils pourront se renseigner. Oui, ils ont des médicaments pour être traités, mais est-ce qu'on leur pose des questions ou est-ce qu'on leur enseigne comment poser des questions pour comprendre comment ces médicaments peuvent les toucher? Il est important pour eux de poser des questions pour naviguer dans une période difficile. Vous avez ici l'ébauche, des questions qui sont importantes à notre avis. Et dans la boîte de dialogue, vous verrez aussi des liens vers 3 sondages, un pour les enfants, un pour les prestataires et un pour les proches aidants. Nous serions reconnaissants que vous preniez le temps de prendre connaissance de ces ressources et que vous répondiez aux questionnaires pertinents. Votre rétroaction est très importante pour nous. Merci. Brady Como. Alors sur ce, je souhaite vous remercier de vos excellentes interventions aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé cette séance informative de nouveau. Je souhaite remercier Isabelle Jordan, Stéphanie Paravant, le Dr. Katie Burney et le Dr. Samina Ali pour leurs excellents exposés d'aujourd'hui. Et bien sûr, merci à vous, notre public, d'avoir été des nôtres. Je voulais aussi signaler que nous devons remercier nos productrices, Sheena, Kelly et Mehela, qui nous ont aidés, ainsi que Jessica Fournier, qui a tâché de traduire les interventions dans la boîte de dialogue. Merci à vous toutes. Enfin, votre rétroaction nous est très précieuse pour orienter les prochains travaux de FCISS et de SKIP. Ainsi, nous vous prions de prendre un tout petit moment pour répondre aux questions sur ce webinaire. Je vais les lire et je vous encourage à y répondre. Alors, dans l'ensemble, je suis satisfait ou satisfaite de ma participation au webinaire. 2. Je suis satisfait de ma participation au webinaire. Et ensuite, dites-nous toutes les pratiques ou ressources sur lesquelles vous êtes davantage renseignés suite à avoir participé à ce webinaire. Et vous pouvez toujours saisir vos observations dans la boîte de dialogue. Merci encore à tous et on se réjouit de vous retrouver très bientôt.